Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette deuxième partie d'émission, BELS, bien-être, les loisirs et la santé. Nous allons particulièrement parler d'endométriose. Nous retrouvons notre invitée Sonia. Rebonjour. Sonia qui est danseuse professionnelle et qui est elle-même concernée par cette endométriose. Et oui, donc on va pouvoir parler de tout ça. Nous avons aussi, que vous avez déjà rencontré sur le plateau, Élodie Boyer. Bonjour. Élodie de l'association Endo Espoir aussi en maintien. Élodie, vous n'êtes pas venue toute seule aujourd'hui, vous êtes venue avec... Gwenaëlle des Prairies, donc je suis membre de l'association depuis 2 ans. Voilà. Et pour l'instant, lorsqu'on parle d'endométriose, sur le plateau, nous n'avons que des femmes. Pour le moment, Pour oui. le moment. Au niveau de l'association, il y a des hommes qui y sont ou pas ? Oui, alors déjà, il y a nos maris, à tous les deux. L'association, elle a été créée également par des amis, donc hommes également. Et là, tout dernièrement, on a un nouveau adhérent, donc notre photographe attitré, John, qui lui, il est... comment je vais dire ça ? Il assiste à tous nos stands, en fait, et il tient à être là. Il sera donc là le 3 et 4 décembre avec vous alors ? Il sera là le 3 décembre avec nous, oui. À l'étang salé. Oui. Alors, un petit rappel pour ceux qui découvrent pour la première fois l'endométriose, c'est quoi ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une à 2 femmes sur 10. Elle est très complexe et handicapante. Elle se Elle se caractérise voilà, par des douleurs pelviennes, des rapports douloureux, des constipations et diarrhées en alternance, et puis aussi l'infertilité. Oui, l'infertilité qui n'est pas une systématique, parce que souvent les gens qui découvrent l'endométriose entendent parler de cette infertilité, ça s'arrête là. Ce n'est pas que ça finalement. Non, puis après souvent, on découvre l'endométriose lorsqu'on veut avoir un enfant. Tous les symptômes sont là depuis des années pour la plupart des membres de l'association. C'est ça. Mais c'est le fait de devoir arrêter la pilule où les douleurs s'intensifient, où la maladie prend plus de place. Donc forcément, c'est là qu'il y a un diagnostic fait, parce qu'il y a un bilan de fertilité, savoir pourquoi ça ne fonctionne pas depuis 2 ans. Et on se tourne vers la PMA sans forcément savoir qu'on a de l'endométriose, et c'est là que souvent... C'est il y a ce des qui s'est diagnostics passé. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est comme ça que du coup, j'ai découvert l'endométriose. Oui, et pour certains, c'est un parcours qui est un parcours de souffrance très très long avant qu'on mette un nom dessus. 7 à 8 ans quand même d'errance médicale avant de pouvoir poser le diagnostic. Donc c'est très très long et les femmes, du coup, elles souffrent, elles attendent. Et des fois, il y en a, je ne sais pas pour moi, on s'est fait le diagnostic toute seule en fait. On va sur Internet, on voit les symptômes, on se dit « Ah, mais c'est peut-être ça que j'ai ». Mais après, il faut aller le vérifier, bien sûr, oui, par des il faut analyses. confirmer par le médecin, mais je veux dire qu'il y a des femmes qui m'appellent en me disant « J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça ». Et je la renvoie vers les radiologues ou les médecins spécialistes, et effectivement, à l'IRM, et on me rappelle ensuite pour me dire effectivement, c'était bien ça. Donc ça montre qu'il y a ça commence à être connu, les symptômes sont disponibles sur Internet, mais ce qui est plus difficile, c'est de mesurer toute la souffrance que cela génère. Sonia, vous-même, vous avez eu l'occasion dans votre parcours professionnel d'accueillir des dames atteintes d'endométriose, Tout à fait. Sans savoir que vous étiez vous-même concernée. Oui, tout à fait. En fait, je les ai accompagnées dans le maintien de leur féminité, dans le changement de corps avec les traitements, après les chirurgies. Précisez-nous votre activité, bien sûr. Oui, voilà. Donc justement, j'allais y venir. Je pratique les danses, on va dire, les plus sexy et les plus sensuelles, puisque je fais tout ce qui est salsa et surtout les danses brésiliennes avec la samba. Et du coup, c'est on va dire un média, c'est un outil qui permet vraiment de pouvoir se découvrir, se redécouvrir et puis faire avec le nouveau corps que l'on a. Et donc, j'étais dans cet accompagnement-là pendant des années sans savoir que moi-même, j'étais atteinte. Et en fait, pour reprendre ce que vous disiez, 7 à 8 ans d'errance médicale, mais c'est seulement à partir du moment où on se dit il y a un problème. Moi, pour l'endométriose et pour les maladies qui touchent les femmes, souvent, globalement, je veux dire, souvent, on dit non. Mais non, mais ça, c'est pas grave. Ça arrive, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Non, mais ça va, attends 2 ans. Il y a des choses qui se passent dans son corps qu'on ressent, et quand on en parle à d'autres femmes, non, mais tu sais, moi, il m'arrivait ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est 7 à 8 ans à partir du moment où on se dit, non, là, il y a un problème.
Moi, pour ma part, depuis que Vous l'âge voulez de dire que- 11 ans, Vous voulez dire que j'avais ça. longtemps avant, Oui. on souffre, Oui. mais on se dit, allez, on a banalisé, C'est normal. ta maman avait des règles douloureuses, tu as des règles douloureuses, et tout Même ça. pas ça, c'est encore pire que ça, si je peux me permettre, tu es chochotte, tu es sensible, tu es hypersensible. En fait, tu n'es pas normal, ce n'est pas la normalité. Donc, moi, comme beaucoup de femmes, on se renferme et on se dit, c'est moi le problème en fait. Et puis, les médecins nous amènent à dire ça, parce que moi, tous les symptômes, je les ai toujours donnés, mais depuis très très jeune. Tous les symptômes que j'ai eus. Moi, depuis l'âge de 11 ans, j'ai ces Et symptômes. quand vous insistez, on vous prend pour une chochotte, vous finissez même par le croire vous-même. Oui, mais on C'est le n'insiste pas, en fait. C'est le regard aussi C'est de oui. femmes à l'égard de femmes. Ce n'est pas que le regard des hommes. Mais c'est justement, et puis après on y reviendra, parce que d'où en fait ma présence sur le plateau, c'est parce que moi dans tout mon parcours, j'ai eu d'autres choses qui touchent la féminité en dehors de l'endométriose, mais tout ce dans mon parcours, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement mon ennemi a été les autres femmes, en normalisant des choses qui ne sont pas normales, parce qu'elles ne le vivent pas de la même façon. Nous sommes toutes différentes. Et même les médecins, les spécialistes femmes, parfois j'ai eu des retours en disant « Mais ça va, je sais de quoi je parle, je suis une femme ». Alors qu'un homme, il va avoir cette obligation, il n'a pas le même corps. Donc il va se dire il peut-être. ne peut pas se comparer. Voilà, il ne peut pas se comparer. Donc Élodie, voilà. vous confirmez ce ressenti régulier C'est parmi ça. les témoignages? Oui, parce que du coup, moi, ça a commencé quand même à l'âge de mes 15 ans. c'est ça. Arriver à l'hôpital avec des règles hémorragiques, voilà. J'arrive là-bas et je tombe sur une gynécologue. Ah, mais tu as 15 ans, c'est normal d'avoir tes règles, mais c'est normal d'avoir des douleurs comme ça. Et puis, je dis, mais c'est pas normal, en fait, d'arriver à l'hôpital avec une serviette, mais quand je dis une serviette, c'est pas une serviette hygiénique, hein, Non, c'est on est vraiment une d'accord. serviette une serviette de douche en fait, Oui. où je saigne en bas, c'est pas normal, mais si c'est normal. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis bon, peut-être que c'est moi, peut-être que du coup je suis jeune, elle a les médecins, donc elle doit savoir mieux que moi. Et c'est vrai que du coup ça m'a mis le doute, et je suis ressortie des urgences juste avec 2-3 médicaments, et puis tu rentres chez toi et la pilule. Et vous seriez Et la donc... pilule, oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça commence à mieux être connu, mais à l'époque, même le corps médical, quand je dis à l'époque, il y a peut-être encore une dizaine, quinzaine d'années, même le corps médical était en difficulté face à l'endométriose? Oui, beaucoup. De toute façon, nous, au niveau de l'association, lorsqu'on rencontre les femmes, elles nous disent que, en fait, elles se sentent toutes seules parce que, en parlant avec les médecins, il y a une incompréhension et ça fait pas très longtemps finalement que le module endométriose a Est été sorti, oui. sorti en école de médecine. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même un progrès. Il y a des évolutions. On a même récemment trouvé le gène qui gène serait... responsable de l'inflammation, le gène qui mute et qui Voilà. serait responsable Qui serait, oui. de l'inflammation de l'endométriose, parce qu'il faut savoir que l'endométriose donne des inflammations dans tout le corps. Beaucoup de femmes atteintes d'endométriose vont pouvoir avoir des inflammations intestinales. Aux 3/4, on se retrouve avec des syndromes d'intestin irritable. Donc, c'est vraiment... Il y a l'espoir qui s'installe. Bien sûr. Et bien sûr, pour celles qui veulent être entendues par des gens qui les comprendront parce qu'ils sont passés par là, qui ont plus de témoignages, Endo Espoir, au Océan Indien, Nous sommes est là. disponible. Oui. Nous allons essayer maintenant d'entendre le point de vue, le témoignage d'un homme. Regardons le reportage. On se retrouve maintenant à Saint-Joseph, Vincent d'Eau, chez Alice et Olivier. Alors, Olivier, l'endométriose, vous connaissez ? Alors j'ai appris à connaître puisque ça fait partie de pratiquement notre quotidien maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Effectivement, c'est la personne, c'est la femme qui perçoit les douleurs et qui vit ça. Mais nous, à côté, on le vit aussi au quotidien. Mais c'est très difficile d'en parler aux autres, quoi. Et ce qui a été le plus dur, c'était au niveau journalier, quotidien, la fatigue, les grosses douleurs. Les fois où il a fallu me ramener aux urgences, ça l'a fait rentrer carrément dans le vif du sujet. C'est vrai qu'il y a une période où ça a été compliqué, puisqu'avant de comprendre, avant de diagnostiquer, ça a été quand même très très long. Et c'est vrai qu'au début, même si ça n'a pas
posé de problème dans le couple, mais c'est vrai que ça a changé beaucoup notre vie sexuelle forcément, alors que c'est le ciment du couple, hein, donc il faut dire ce qui est. Outre le côté plaisir, il y a aussi ce besoin de partager aussi, donc tout ça a été remis en cause, et puis c'est passé par une compréhension, par beaucoup de discussions. Oui, je pense sincèrement qu'il y a des couples qui se sont séparés ou qui se séparent à cause de cette maladie, puisqu'il y a automatiquement une répercussion sur la vie de couple. Parce que je fais un boulot qui est quand même assez physique et malgré tout, j'ai pas l'impression d'être entendue, surtout par mes employeurs. Qui pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des jours d'absence, pourquoi il y a un arrêt de maladie, pourquoi aujourd'hui j'étais moins rapide que d'habitude, ventre gonflé, jambes fatiguées, hier c'était bien, aujourd'hui on n'est pas bien, enfin bref, c'est pas forcément évident. On m'a proposé de démissionner, chose que j'ai faite d'ailleurs, pour mon bien-être et psychique et physique. Donc, et alors que ça faisait que 6 mois que j'étais dans l'entreprise. Mais c'était une chose complètement et totalement intolérable de sa part de me parler comme ça, alors que j'ai eu une période vachement difficile là, dernièrement, quoi. Parce que c'est encore une maladie très mal connue. C'est vrai que là, là ça bouge, on voit de plus en plus. Peut-être parce que justement, moi je suis concerné. Dire un mot en tant qu'homme, aux hommes sur cette maladie, ce serait quoi ? Ce serait, c'est vrai parce que c'est pas évident d'être à côté de quelqu'un qui souffre, il faut la compréhension déjà, et puis après beaucoup d'amour, quoi, automatiquement. De toute façon, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, donc il faut être patient, il faut pas que ce soit un tabou, il faut en discuter, il faut en parler, il faut transformer ça. La qualité d'un mari pour une femme qui a l'endométriose, ce serait l'écoute, la patience, la compréhension, l'amour et je dirais bien plus au-delà encore. L'accompagnement. L'accompagnement, oui. Quand je vais chez le médecin, monsieur vient avec moi. Ça c'est sûr, on est toujours tous les deux dans tout ce qui est IRM, les scanners, les laboratoires, le médecin généraliste, le gynécologue, tout. Parce qu'après, moi, ça me permet aussi d'évacuer quand je sors, d'exprimer ce que le médecin m'a dit. L'endométriose concerne en fait les parois externes de l'utérus et puis bien d'autres organes. Et l'adénomiose, en fait, s'attaque à l'intérieur, la paroi utérine. Donc voilà la petite précision. Donc les femmes n'en sont pas forcément toutes atteintes. Et voilà. c'est les mêmes symptômes ? C'est les mêmes symptômes, oui. C'est peut-être pas les mêmes douleurs, mais ça se traduit automatiquement par des réactions physiques, quoi. Donc un inconfort, etc. et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Oui, là, on a un homme qui nous parle d'endométriose, d'adénomiose. Il est quand même bien au point, là. Généralement, quand les conjoints s'en vont avec nous aux rendez-vous médicaux, c'est vrai qu'ils écoutent très attentivement. Nous, des fois, c'est vrai qu'on n'assimile pas tout de suite ce que le médecin dit, mais eux, c'est vrai. Chérie, tu sais, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Il est très bien au courant. Enfin, pour ma part, le mien, il est très bien au courant. Quand vous dites qu'ils s'en vont avec vous chez le gynécologue ou chez le médecin, ou quand ils s'en vont carrément, ils n'entendent pas parler de ça. Ça arrive à certaines aussi, je suppose. Ça casse énormément de couples. Il faut savoir que l'endométriose est une maladie de couple, pas uniquement une maladie de femme. Nous, on le vit physiquement, mais nos maris, nos conjoints le vivent moralement et psychologiquement. Des fois, moi, je sais que mon mari, il n'ose pas se plaindre de certaines situations parce que il sait que moi, je souffre physiquement. Donc, là, l'utilité de l'association, c'est justement que nos maris puissent être en contact et que lorsque nous, on fait une rencontre, eux, ils peuvent se rencontrer aussi. Donc, ils peuvent délier un petit peu les langues, parler de la maladie, parler de leur vie de couple avec la maladie aussi. Et c'est important aussi de pouvoir échanger autant pour eux que pour nous. Et ça solidifie nos couples, honnêtement. Olivier disait hors caméra qu'effectivement, il en parle volontiers pour le reportage, mais avec ses amis, quand sa femme a été à l'hôpital pour une hystérectomie, oui, exactement, on a retiré l'utérus,
Quand ses copains lui demandaient pourquoi elle était à l'hôpital, il n'osait pas trop développer. C'est pas facile. Généralement, c'est vrai que c'est encore tabou, surtout qu'une opération, une hystérectomie, c'est qu'on enlève quand même l'utérus. Donc, c'est une partie intime de sa femme. Donc, déjà, le temps qu'on assimile, qu'on t'enlève l'utérus, le temps qu'on te dit que tu peux plus avoir d'enfants et tout, c'est un cheminement. Et du coup, oui, effectivement, je comprends que du coup, il voudrait pas. C'est pas facile d'en parler, en fait, à ce moment-là. Il y a un deuxième point sur le reportage qui m'a beaucoup interpellé, c'est lorsqu'elle dit « Mon employeur, ça faisait 6 mois que j'étais là, avec les souffrances, avec les jours avec et des jours sans, il m'a carrément demandé de démissionner. » Ça arrive souvent dans vos... Alors, moi, j'ai été monitrice d'auto-école pendant quasiment 15 ans. Ça a été très difficile d'être malade tout en travaillant. Dans la voiture, être secoué dans tous les sens, lorsqu'on a des atteintes au niveau digestif, qu'on a mal aux ovaires, qu'on a mal au niveau de la vessie, c'est difficile. Et quand on en parle, c'est un milieu assez masculin déjà. Moi, j'étais une femme, j'étais jeune. Ah, mais oui, mais t'es jeune, ça va passer. Ou, écoute, oui, là, par contre, ça m'arrange pas, t'es un peu trop malade en ce moment. Je sais pas trop si je vais te garder, en fait, pour ton contrat. On va rediscuter parce que ce mois-ci, ça fait quand même quelques jours où je vois que t'es fatiguée. C'est vraiment invalidant socialement et professionnellement. Même si on ne se plaint pas, ça se lit sur notre visage qu'on n'est pas bien. Vous dites que, parce que c'est un milieu masculin, mais Alice, elle travaille en tant que coiffeuse. Oui. C'est un milieu plutôt féminin. Elle a rencontré la même problématique. Oui, aussi. Je pense que la méconnaissance sur la maladie fait que les gens ne savent pas de quoi ils parlent déjà, de quoi ils en retournent. Et puis, je pense qu'il faut informer les gens que... Et d'ailleurs, c'est notre sujet en ce moment, nous, au niveau de l'association, on se bat beaucoup pour ça. C'est qu'on aimerait qu'il y ait une reconnaissance de la maladie. J'allais y venir. C'est-à-dire que s'il y avait une reconnaissance de la maladie en termes de handicap, oui, ça permettrait des aides aux entreprises bien sûr, qui auraient une compensation. Sinon, effectivement, ils sont dans une logique qu'on peut comprendre par ailleurs, qui est économique, et quelqu'un qui vient travailler une fois sur deux. C'est vrai que c'est désagréable pour la personne qui perd son emploi, mais l'employeur aussi, il a des contraintes et c'est important que ce combat soit mené et gagné, reconnaissance de l'endométriose comme handicap. Bien sûr. On essaye de mener ce projet, mais après, c'est vrai que c'est compliqué de mettre en place ce que nous, on veut faire, en fait. Dans certaines entreprises, c'est vrai que c'est compliqué de mettre en place, je sais pas, une pause pipi pour telle heure, tu peux te faire une pause, tu peux t'asseoir. Et pour le moment, c'est pas encore le cas. Oui. Donc, c'est même aux établissements scolaires, oui, mais pourquoi tu dois faire pipi là? Pourquoi tu dois aller là maintenant et pas attendre à la récré? Sauf que quand on a une atteinte à la vessie, c'est compliqué, en fait, de... Et même, on en a parlé une fois pour le PS. Oui, c'est difficile et le prof de PS, lui, il n'est pas compétent pour vérifier si c'est du chiquet, si c'est exagéré, comme ça existe aussi de façon très nombreuse ces jeunes filles. Et quand c'est vrai, malheureusement, il peut distinguer difficilement le cas. Pour vous, Sonia, est-ce que ça a une implication sur votre vie professionnelle? Ah oui, moi, j'ai été obligée d'arrêter. À un moment donné, j'étais obligée d'arrêter artistiquement. Mais moi, c'était plutôt les traitements. C'est les traitements et les opérations. Moi, c'est tout le après. Alors, il y a eu un effet, le premier effet qui se coule et le deuxième effet qui se coule. Donc, premier effet qui se coule, ce qui paraît complètement hallucinant, mais en fait, vous avez une endométriose, c'était suite à mon opération, une endométriose, une adénomiose, patati, patata, enfin tout un tas de choses. Et du coup, je suis malade. J'ai quelque chose. Il y a une reconnaissance, on a posé un mot. C'est fou parce que mon compagnon de l'époque comprenait pas. Je lui dis, mais en fait, tu te rends compte que ça fait des années que j'ai l'impression que je deviens folle. On va aux urgences. Combien d'années je suis allée aux urgences le 31 et le 24 décembre Je passais mes temps aux urgences. Ou alors, je ne vais pas socialement faire des pique-niques ou telle rencontre, où je vois pas mes amis, donc en plus qu'ils m'en veulent, parce que je leur dis pas, je leur en parle pas, parce que je pensais que c'était un problème. Donc premier effet qui se coule, super, j'ai quelque chose, je suis malade. Deuxième effet qui se coule, on fait quoi? Rien? Ah, des traitements? Ah, d'accord. Et donc je sais pas si vous connaissez la ménopause artificielle. Oui. Et là, en fait, comme on en a parlé ensemble lorsqu'on a préparé l'émission, j'ai eu l'impression
qu'on a un masque social et que ces traitements-là, eh ben, ils t'empêchent d'avoir ce masque-là. Donc du coup, quand j'étais heureuse, j'étais très heureuse. Quand j'étais malheureuse, j'étais très malheureuse. Quand j'étais en colère, très en colère. Donc du coup, les personnes qui me prenaient la tête, ils le savaient. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un vide, un nettoyage dans ma vie sociale qui est finalement très très bien. Après, pour avoir une note très positive, c'est que aujourd'hui, moi, je me bats pas contre l'endométriose. Ça va paraître bizarre. Il faut vivre avec. Non. C'est mon amie. Elle fait partie de moi. Elle est en moi. Peut-être que c'est un mal-être plus profond qui date ancestral ou je ne sais quoi. Ça s'exprime de cette façon-là. Ça fait partie de moi. Maintenant, j'essaye d'en faire une force ou une compagnonne de vie. Et je vis avec. Cependant, ça n'empêche pas que, effectivement, dans mon activité, combien de spectacles j'ai fait. Alors en plus, moi, en bikini, hémorragie, en bikini. Vous êtes en spectacle, ou alors vous êtes avec votre partenaire, et là vous dites « Oh punaise, comment je vais faire ?» Oui, en tant que danseuse. Donc voilà, on se réinvente. Je sais qu'il y a des jours, moi j'ai mon planning, oui. Je sais qu'il y a des jours où de toute façon, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas partir en voyage, parce que ça risque d'être compliqué. Je ne peux pas prévoir des spectacles. Donc effectivement, ça a des répercussions. Pourquoi ? Parce que du coup, au niveau... De sacrées contraintes. Ah oui, et puis on ne vous embauche pas de la même façon. Dit, à l'époque, avec mon ancien compagnon, est-ce que ça a eu oui. Un impact sur la vie de couple pour vous ? Oui, ça a eu une conclusion même. C'était le gros nettoyage. Directement associé à l'endométriose pour vous ? Ah oui, complètement. Parce que déjà, en fait, c'était... j'ai découvert mon endométriose suite à une infertilité. Et du coup, c'est posé... tout ce qu'il faut faire pour avoir un enfant. Donc lui, il n'était absolument pas contre. En plus, il a toujours été adorable, même sans savoir ce qu'il y avait, même si on n'en a pas parlé, mais sexuellement... c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ouais. Parce que sexuellement... il l'évoque, Olivier, sous sa bouille, il le dit. C'est vraiment pour lui en tant qu'homme, et puis pour nous en tant que femmes. Enfin, donc le couple, il est vraiment impacté à 2000%. Et donc du coup, si je ne savais pas si on pouvait avoir des enfants, ça a eu une conclusion là-dessus. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion de dire peut-être un grand bravo à ces messieurs qui accompagnent ces dames, qui sont les maris, qui restent présents, parce que certains fuient. On n'a pas d'autre mot. Hein. Oui, c'est ça. Certains fuient. Bravo à ces hommes. Et vous vouliez aussi tirer le chapeau à un homme qui vous accompagne au niveau associatif. Oui, alors du coup, je vais commencer par là. Du coup, il y a John, donc notre photographe attitré. Hein. Oui, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, à Gwenaëlle et moi, même les membres de l'équipe, en fait, à avoir un homme qui nous soutient, en fait, à ce moment-là. Et qui participe à nos stands, même si, il connaît la maladie parce que Gwenaëlle l'a formé un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais on se retrouve avec 3 hommes. Quand on va à nos stands, ils sont tous les 3. Et John, lui, il ne nous a pas rejoint parce qu'il était directement impacté dans son copote. Lui, c'est parce qu'il voulait être investi bénévolement dans l'association. C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est vrai que je vais laisser Gwenaëlle finir. Et puis, non seulement il voulait s'investir dans une association, puis il sait ce que c'est de travailler en tant que photographe avec des femmes et des femmes qui ont été blessées dans la vie, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, lorsqu'on avait discuté, il me disait, lui, il a envie d'aider une association comme ça. Donc, parce qu'il se dit que pour le moment, il ne connaît pas de monde, mais voilà, ça va venir. En tout cas, merci à vous de vos témoignages. On a beaucoup d'espoir sur ce gène qui a été découvert et tout ce que cela pourra peut-être apporter comme avancée médicale. Et puis, on aura bien sûr l'occasion, et les dames et les hommes qui se posent des questions, de retrouver ces charmantes ambassadrices de l'association Endo Espoir Océan Indien du côté... Alors, du coup, on a plein de stands. On a le 14 novembre au Tampon, au Parc des Palmiers. Ensuite, vous pouvez nous retrouver également le 3 décembre à Croc Park et le 4 également. Voilà. Eh bien, écoutez, souhaitons que cela puisse apporter des réponses. J'aimerais vous voulez rajouter, allez-y. Oui, j'aimerais juste rajouter un truc par rapport à mon mari, en fait. Pour lui dire merci, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais la question, mais qu'est-ce que tu fais avec moi ? Donc, merci d'être là et de me soutenir dans le combat, en fait.
Alors, je vous propose maintenant de... Je voulais également Et remercier encore toujours, mon dernier. compagnon parce que effectivement, et c'est aussi la force qui me donne pour pouvoir continuer dans l'artistique, dans le physique, et puis être là. Et puis remercier Farah pour le contact. Voilà. En tout cas, bravo à ses compagnons. Oui. On le dira jamais assez. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous quitte sur le lancement du générique. À bientôt.